Médialodon. Bonjour à tous, c'est Camille Proust. On retrouve Benoît Guimont, Olivier Houdard et Simon Trudeau pour une nouvelle émission sur le repos. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Oui. Bonjour Camille. Oui, on pourrait bonjour. dire Camille et ses hommes ce soir. Oui, effectivement. Et puis ce sera le cas pour les prochaines émissions jusqu'à la fin de cet été. Donc vous êtes sur CKRL et on écoute le Médialodon. Donc et je vous ai dit que notre émission c'était sur le repos et on va commencer tout de suite avec le théâtre et trouver une pièce sur le repos. Ce n'est pas si facile. Alors quand on pense à repos, on pense à la mort. C'est une des choses auxquelles j'ai pensé. On pense aux vacances avant. Oui, on pense avant. Oui, j'espère. Oui, avant ça, j'avais pensé un peu aux vacances. Difficile de trouver aussi. Finalement, penser à la mort, aux aveux, le fait de parler du repos comme une forme de soulagement. Oui. Le fait d'être reposé après avoir soulagé sa conscience ou alors vous soulager, peu importe, une chose qu'on avait encore en tête et qu'on avait encore besoin de dire. Se délester, en fait. Se délester exactement d'un poids. Une détente mentale. Ouais. Exactement. Et je me disais, qu'est-ce qui peut illustrer justement ça? Et j'ai pensé à Cyrano de Bergerac. Je suis allée dans les classiques. Je suis allée voir Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, écrit en 1897 et présenté, en fait, écrit entre 1896 et 97. Ça a été très long parce que c'est une longue pièce de 5 actes, presque entièrement en alexandrin. Edmond Rostand a fait un travail incroyable. Il s'est même, pour l'anecdote, excusé auprès de son comédien qui allait justement faire jouer Cyrano de Bergerac juste avant la première en disant « Je suis tellement désolé que tu aies eu autant de lignes à devoir apprendre par cœur, ça a dû être terrible, ça a dû être terrible. » Et ça a été un triomphe. J'ai une anecdote, souvent, oui. Parce que peu de gens le savent à l'autre bout du micro, mais moi et Camille sommes professeurs de français dans la vie. Oui. Et moi, j'ai des étudiants qui me demandent mais comment je peux améliorer mon français, comment je peux savoir. Et j'utilise Cyrano de Bergerac comme exemple. Dieu, et je dis, une fois que vous aurez conquis ça, vous aurez battu le boss final du français. Là, ils partent tous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez donner le cours une fois que vous avez battu ça. Ben, effectivement, donc c'est toute une qualité de texte et toute une beauté dans le texte et dans les personnages. Donc ce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, et on vous propose de lire la dernière scène, oui, spoilers. un peu modifiée donc de cette pièce-là. Alors il faut le dire parce que les puristes sont très très puristes. Oui, et pour vous rappeler, tout le monde connaît un peu l'histoire, mais cette dernière scène, donc, met en scène Christian, Roxane, elle met en scène aussi d'autres comédiens, d'autres personnages, mais on a modifié justement cette petite scène pour laisser en fait juste l'intimité à la discussion entre Roxane et Christian. Et quoi? Et Cyrano. Et Cyrano, pardon, j'ai dit Christian, excusez-moi. Roxane et Cyrano, justement, Christian est mort. Bon, tu vois déjà les puristes s'alarment. Les puristes s'alarment, mais ils n'auront pas s'alarmer longtemps. On vous présente ça tout de suite et on va lire ça justement du mieux qu'on peut. La dernière scène de Cyrano de Bergerac. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me le feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux l'ouvrir? Ouvrez, lisez. Roxane, adieu, je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore de l'amour inexprimé, et je meurs, jamais plus jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, cette lettre. Dont c'était les frémissantes fêtes ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie. Adieu. Vous la lisez. Ma chérie, ma chère, mon trésor. D'une voix. Mon amour. D'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je ne suis, et je serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle.
Roxane. C'était vous. Non, Roxane. Non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années, puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous? Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort assassiné. Que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée frappé par un héros tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Ah, Roxane, vous souvient-il du soir où Christian vous parla, sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir les baisers de la gloire. C'est justice, et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Je vous aime, vivez. Non, car c'est dans le conte que lorsque l'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi. Vous, au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe est passée dans ma vie. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Je vais monter dans la lune opaline, sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Que dites-vous? Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer vers mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée, et je retrouverai Socrate et Galilée. Copernic a dit... Mais que diable allait-il faire? Que le diable allait-il faire dans cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. C.J. Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Et je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau, ce bon Christian, mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Pas là, non, pas dans ce fauteuil. Ne me sautez pas, personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout, l'épée à la main. Cyrano. Et je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens. Les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise? Jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats. Oui, vous m'arracherez tous les lauriers et la rose. Arrachez! Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Que j'emporte que dans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... Et c'est... mon panache.
Merci beaucoup Simon pour cette magnifique lecture. J'ai essayé de soutenir le mieux que je pouvais, mais c'était très beau. Merci beaucoup pour cette belle interprétation. On vous rejoint tout à l'heure avec Olivier Houdard pour la chronique littéraire, mais juste avant ça, vous allez écouter Mes aïeux, le repos du guerrier. Marcher des heures à travers la forêt, respirer par le nez, se retourner jamais, mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos, poser les balises d'un monde nouveau. À la tombée du jour, atteindre la clairière, être volontaire, évader de l'enfer, faire une prière et faire un feu de bois, boire à la rivière pour la première fois. Déplier la toile pour s'en faire un âme, briser le silence en poussant un grand cri, crier à tue-tête pour entendre l'écho et compter les étoiles couchées sur le dos. Ralentir le rythme de la course, folâtrer un instant sans but, sans boussole. Sentir le vent caresser son visage, ajuster sa mire, se fondre au paysage, ajouter des secondes au film de sa vie, vidanger son cerveau tombé endormi. Plonger dans le lac du pays de Morte, féconder la terre où germe les idées, busquer dans le bois le grand Caribe, boucaner dans la pipe du bon Manitou. Chantez avec le lièvre, le renard et le loup, voyez vers la cache du carcage, jouer de la vielle avec un farfalle, descendre dans la grotte avec les feux follets, laisser la poésie décider de son sortir au matin et accepter la mort dans la vie sans penser à demain, maintenir le cap tout droit vers son destin. Vous écoutiez Mes aïeux, le repos du guerrier. Vous écoutez CKRL 89.1, le Médialodon. Et on retrouve Olivier Houdard qui va nous parler d'un livre, Le Chant du monde de Jean Giono, un livre publié en 1934. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc Le Chant du monde, pour ceux qui l'ont déjà lu, effectivement ça ne parle pas du repos.
Oui. Par contre, à la fin, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce livre. Oui, parce qu'il fallait qu'il y ait un lien forcément avec le thème. Oui, effectivement. Et puis en fait, mon premier choix, c'était un manga qui parlait du repos de la baleine. Et quand on en est arrivé à des noix de coco qui parlaient, j'ai changé de livre. Alors ces noix de coco t'ont fait peur finalement, c'était trop pour toi. Donc tu as choisi un livre tu me disais, qui a une ambiance en fait reposante. C'est ça en fait. L'écriture est plus reposante. Puis ce livre, je dirais, n'est pas un livre en fait. C'est une partition musicale. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une base qui est l'histoire des hommes et des femmes qui vivent dans cette région du sud de la France. Mais ça me fait un peu penser aux œuvres de Pagnol. Je sais pas si vous avez déjà vu Marius et Jeannette, tout ça. Oui. L'histoire est pas compliquée, c'est des histoires d'amour entre un homme et une femme. Mais ce qui fait la force de ces histoires sont les personnages. Les personnages qui ont un passé, une attitude, quelque chose en plus qui fait que même avec pas grand-chose, on arrive à avoir vraiment une belle histoire structurée. D'accord. Peux-tu nous parler justement un petit peu de cette histoire ? Je sais que c'est... Absolument. Même si tu nous dis que c'est assez simple, c'est quand même un peu alambiqué, mais... Ouais. En fait, on a des personnages principaux qui sont Antonio. C'est un gardien qui travaille sur une île, en fait, et il est associé à l'image de la rivière et du fleuve. On a le matelot qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un matelot. Il a été matelot dans le passé, et maintenant, en fait, il travaille dans une forêt. Et lui, il va être associé vraiment au monde végétal, parce qu'il y a une forte association des hommes et des éléments dans cette œuvre. Et il va y avoir le Besson, qui est le fils du matelot, qui est un petit peu le déclencheur de toute cette histoire. Le Besson va partir, lui en fait il travaille un petit peu aussi dans les forêts, il construit des radeaux pour amener du bois sur les rivières, donc il part souvent, et puis un jour il va partir mais il ne va pas revenir. Et donc évidemment son père le matelot va s'inquiéter et ils vont partir sur une quête avec Antonio pour aller le retrouver. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu en fait le Besson? C'est tout simplement parce qu'il a rencontré une femme, évidemment. D'accord. Il y a toujours une histoire comme ça. Et c'est pour ça que les hommes partent des îles. Ben c'est ça. Oui. Et le problème, c'est qu'il y avait aussi un homme là-bas et un fusil. Et en gros, ce qui a fini avec un meurtre. Le Besson a tué le prétendant de la femme qu'il a rencontrée. Et ce prétendant-là, en fait, était le neveu d'un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir qui vit dans l'arrière-pays. Et avec toutes les images que ça peut avoir, c'est un gardien de taureaux. Et il vit vraiment dans l'arrière-pays, donc il faut s'imaginer qu'avec les images que ça apporte, c'est la richesse, la force, et ainsi de suite. Et donc on se retrouve avec un petit gars, un jeune, qui, lui, au niveau des symboles, il est roux. C'est chargé en symbolique, effectivement. C'est que ça, en fait. Depuis le début, ça a l'air très... C'est un jeune homme qui est roux, et donc on va l'appeler les cheveux rouges, et il va avoir, lui, un lien très fort avec le feu. Et le feu, ça va être le feu de l'amour, de la passion, ça va être le feu purificateur. Et pour vous donner une image, par exemple, à un moment donné, on va avoir des incendies dans les étables de taureaux, et les taureaux vont se battre avec leurs cornes contre des flammes. Donc vous imaginez tout à fait l'image de l'ancienne génération qui possède, qui se bat contre le feu de l'amour de ce jeune homme, par exemple. Donc... l'histoire, c'est ça, en fait. Effectivement, là, j'ai un peu dérapé sur les comparaisons, mais c'est parce que quand j'en parle, je suis un peu pris de passion, disons. Oui. Donc, en fait, le jeune va faire un meurtre, il va tuer le neveu de cet homme de puissance. Et Antonio et le matelot vont partir à sa recherche. Et sur leur chemin, qui va être vraiment une quête, ils vont monter dans la montagne, ils vont rencontrer des gens. Il va y avoir aussi Antonio va tomber amoureux. Il va y avoir des rencontres, ils vont retrouver un vieil oncle qui vit dans la montagne et qui est très âgé, qui est bossu. À l'époque, il n'y avait pas le Seigneur des Anneaux, tout ça, donc toutes ces métaphores, ces images, c'est beaucoup plus ancien que ça. En fait, il s'est inspiré à la fois des symboles très anciens qui y avait en France, du paganisme aussi, avec des fêtes païennes, et de tas de choses, en fait, qui sont liées à la nature. Donc, encore une fois, je dérape, mais disons qu'ils vont partir en montagne et ça va finir, c'est la partie, disons, qui est la moins reposante du livre, mais ça va finir un petit peu en règlement de compte. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être des bagarres à la main, et puis en fait, là, ça garde toujours son charme parce que il y a une attitude de bagarre comme il y a dans les cours d'école.
C'est-à-dire que les bonhommes sont là, ils sont tous immenses parce que ils portent des arbres, ils font n'importe quoi. Et puis, quand ils sont en sous-nombre, ils disent bon écoute, moi je prends le petit qui est là-bas, toi tu vas prendre l'autre, et puis ils se mettent des baffes. Okay. Et puis ça reste qu'ils se tuent pas entre eux là. Hein. C'est vraiment, mais disons que c'est une violence qui est presque une violence enfantine, si tu veux, tu vois. Donc il y a pas de. C'est étonnant parce que tu nous parlais vraiment. On avait l'impression qu'il y avait vraiment une distance un petit peu avec la profondeur des personnages dans le sens où ils étaient vraiment chargés de symbolique, mais ça peut être alterné un petit peu par des scènes où c'est beaucoup plus, on va plus dans la trivialité un peu des personnages et de leur comportement très basique et très très courant. Parce que je pense qu'en fait, en écrivant le livre, et puis il a écrit le livre en voulant écrire un livre musical. C'était son objectif. Moi, au début, je le savais pas. Alors, en quoi c'est musical, justement? Tu nous dis ça. Je vais juste répondre à ta première question d'abord, si tu veux bien. Donc, je disais, c'est un livre musical, mais il est obligé, à un moment donné, pour la texture de l'histoire, d'avoir des relations humaines. Oui. De la mort, des rencontres amoureuses, des bagarres. Il est obligé parce que sinon, le lecteur, la musique, ça va sur 3-4 pages, mais à un moment donné, il faut du dialogue, il faut quand même quelque chose qui laisse du dynamisme, en fait, dans le livre. Donc, je vais juste encore avancer au niveau de l'histoire sans raconter la fin, évidemment. Oui. Mais disons qu'il va y avoir des bagarres, il va y avoir même des relations fraternelles à un moment donné entre ces hommes qui sont leurs ennemis. Par exemple, ils vont creuser des tombes ensemble, ils vont faire des choses comme ça, quoi. Et finalement, à la fin, je vous dirais que certains restent en haut de la montagne morts, mais ils le savaient, ils le sentaient. Il y avait des signes, c'est des gens qui ont des visions, ils regardent par la fenêtre, ils voient des choses, ils entendent des choses et ils savent que leur fin est proche. Donc on l'accepte, même si c'est triste. Et d'autres repartent dans la vallée à nouveau. Et il y a des choses magnifiques qui sont dites dans ce livre. Par exemple, Antonio qui tombe amoureux d'une femme qui est aveugle. En fait, ils aident cette femme à accoucher, ils la retrouvent sur le chemin en fait. Et il tombe sur cette femme qui est aveugle et il se rend compte que cette femme, malgré le fait qu'elle soit aveugle, elle sent tout autour d'elle et elle a la connaissance des odeurs et des objets. Et pour lui faire plaisir et puis pour simplement lui faire des surprises, il descend en radeau une rivière et il dirige le radeau sous des arbres avec des fleurs pour que quand elle passe en dessous, elle sente ses parfums et puisse les reconnaître. Et puis ça la surprend un petit peu parce qu'elle voit pas les directions évidemment, mais ça lui fait un chemin, disons, d'odeur, si tu veux, pour rentrer chez eux. Donc c'est ça, ce livre en fait, il y a plein d'éléments de relations qui sont illustrés avec des sons, des odeurs, plein de choses comme ça, quoi. Il y a l'air d'avoir beaucoup de douceur aussi. Ouais, effectivement. En fait, la personne qui apporte la violence, c'est le Besson, le fils, qui a tué le neveu. Et lui, en fait, il est jeune, il a l'amour, la passion, mais son comportement global va être toujours dans la vitesse, dans, disons, l'excitation, et puis effectivement la violence. Et c'est pour ça, par exemple, cette descente en radeau dont je te parle, le Besson est aussi sur le radeau avec sa dulcinée et il a une attitude qui est complètement différente. Si tu veux, c'est plus une attitude de jeune avec sa femme. Disons, il va l'asseoir quelque part et puis il n'aura pas l'instinct de douceur qu'a Antonio qui est plus ancien, si tu veux. Donc c'est l'ancien qui sait comment s'adresser aux gens et leur faire plaisir et le jeune qui est un peu fou. C'est une image, disons, qui est un petit peu caricaturale, mais disons que quand tu le lis comme ça, tu trouves juste ça passionnant en fait, quoi. Et juste, et donc fort en symbolique aussi, ce que tu disais. C'est ça. Et le lien, alors tu nous as parlé de cette œuvre comme une œuvre musicale, donc si je comprends bien, ces parties-là qui sont très chargées de symbolique, de parfois de douceur, de violence, mais qui sont vraiment chargées en symbolisme, et dans ces personnages qui voient les choses, qui ressentent, ça c'est le côté musical, et après il y a ces passages un petit peu plus vivants et un petit peu plus solides, ancrés dans la réalité pour nous redonner un peu le goût à l'histoire. C'est ça. Et en fait, juste et puis je vais juste rappeler cet élément parce que ce livre, je l'ai découvert à la télévision dans l'émission de la Grande Librairie. C'était un auteur dont j'ai oublié le nom et qui racontait en fait, quand il était en prison, il n'était pas auteur, hein, quand il était en prison, il s'est fait donner un livre par un aumônier. Oui. Et ce livre, c'était Le Chant du Monde. Et ce livre, ça lui a donné la passion de la littérature et de l'écriture. Il est devenu auteur à cause de ça. Donc, c'était juste en fait ça dont je voulais parler. Et il parlait de la première scène qui est dans la première page, où il écrit Antonio qui touche un vieux chêne et il sent les vibrations de l'arbre. Ouais.
Et le vieux chêne a des racines qui plongent dans l'eau de la rivière, en fait. Et il sent tout ça en le caressant, il parle à l'arbre. Et c'est vraiment quelque chose de reposant, justement, je dirais, à lire. C'est ça, si vous avez un esprit sur tourmenté ou si vous avez besoin de soutien, de quoi que ce soit, je dirais que ce livre va vous déconnecter complètement de vos problèmes et va vous reposer. Et à la fois donc nous ancrer dans une réalité plus de lien avec les choses. C'est ça qui nous fait décrocher un peu notre réalité qui est comme finalement pas... Puis c'est une humanité en fait qui a disparu malheureusement dans nos civilisations modernes. Et je voulais juste aussi parler, j'ai lu un article dans le journal, ils ont retrouvé un corps d'un couple en fait en Suisse qui a été rejeté par un glacier. J'ai vu ça, Et ce couple, ça faisait 75 ans qu'il était dans les glaces, il a été rejeté momifié avec une bouteille de vin. C'est un couple d'agriculteurs qui allaient travailler dans les montagnes. Ils étaient obligés de traverser un glacier. Moi, je venais de finir le livre et j'ai vu les images de ces gens qui étaient habillés avec des vieux vêtements, des vieilles bottes et puis une bouteille de vin qu'ils avaient avec eux. Et je me suis dit effectivement, cette humanité-là a disparu. On en a aujourd'hui les restes, les livres. Et je vous dirais que ça fait du bien de lire ça. Ça nous remet à un rythme beaucoup plus en adéquation et en harmonie avec notre environnement. Quelque chose de ressourçant. Exactement. Je trouverais un mot pour revenir et pour faire le lien avec notre thème donc que l'on a au Média London aujourd'hui qui est le repos. Bien, merci beaucoup Olivier. Tu nous parlais du livre Le Chant du Monde de Jean Giono, un livre publié en 1934. Juste avant de retrouver Simon, je vais vous faire écouter un petit... Alors c'est une musique là beaucoup plus entraînante. C'est pas la mélodie dont tu parlais, Olivier, dans le livre. C'est une mélodie beaucoup plus sympathique et beaucoup plus vivante, je pense. C'est les cordettes de Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream. Les cordettes Mr. Sandman. Vous écoutez CKRL 89.1.
retrouve Simon Trudeau. Vous écoutez le Médialodon, c'est KRL 89.1. Simon, tu nous parles de Alexandre le Bienheureux, réalisé par Yves Robert en 1968. Oui, pas facile de trouver un film dont le thème principal est le repos. En fait, pas facile de trouver des œuvres dont le thème principal est le repos. C'est ce que nous aura appris cette émission. Il y a il y a plusieurs films où le repos dont le repos fait partie, mais la règle générale, on veut un conflit dans une histoire, on veut qu'il y ait quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors le repos, que ça arrive à la fin habituellement. Eh bien, pas dans le cas de Alexandre le Bienheureux. Le repos est le thème et l'enjeu principal de ce film. C'est pas un film que j'avais vu avant de voir, avant que le thème soit donné. Tu en avais entendu parler. Mais j'en avais entendu parler. En fait, j'en gardais un vague souvenir de ce film, de la bande-annonce et même de la pochette de ce film. Et c'est la première chose qui m'est sautée aux yeux lorsqu'on m'a proposé le thème du repos. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'Alexandre, qui est joué par nul autre que Philippe Noiret, et qui est un fermier dans le sud de la France, en fait probablement dans le milieu de la France, et qui a une très très large terre. C'est un colosse, on dit qu'il est extrêmement fort, et qui est sous la main d'une mégère, une femme qui le mène par le bout du nez. En fait, elle l'appelle comme un chien. Elle claque des doigts et il vient. Elle klaxonne avec sa petite 2 chevaux. Elle fait tous les temps pour qu'il se mette à l'ouvrage, à l'œuvre le plus possible, car ce qu'on comprend lors du film, c'est que sa terre est fort profitable, et que pour bien faire mousser ses affaires, eh bien la femme a pris la direction des affaires et l'homme fait tout le travail. Et Alexandre commence à être à fumer, il commence à être au sens figuratif du terme. Il commence à devenir de plus en plus fâché, mais il n'ose pas résister du tout. Et jusqu'au jour où sa femme, comble de la surveillance, va acheter une radio et le mettre sous écoute pour pouvoir lui donner des ordres. Je me souviens de cette fameuse scène où il est avec sa radio sur son tracteur et il est obligé de lui répondre absolument tout le temps. Ça a l'air absolument tyrannique pour l'époque, sans compter qu'aujourd'hui on a tous des smartphones. Mais le fait est qu'à un moment il va oublier le bouton. Et il va simplement partir faire une tirade sur à quel point il en a marre, et sa femme va l'entendre parce qu'il a oublié de fermer la radio, et va commencer à le traiter de façon encore pire. Il va s'acheter un chien, mais il veut pas le garder, mais le chien veut pas rester loin. Et ça va un jour sa femme va lui dire c'est le chien ou moi, ce qui va faire fomenter de plus en plus la résistance d'Alexandre, jusqu'au jour où, sans cérémonie, sans prévenir, elle fait un accident de voiture et meurt. Et ça arrive après le premier tiers du film. Le premier tiers du film. Donc on a beaucoup appris sur la résistance de ce garçon qui est joué par Philippe Noiret, si je me souviens bien. Oui, et on a j'ai compté sur sa résistance à s'affranchir complètement des ordres de sa femme. Exact. Et mais sitôt que on apprend le décès de la femme, il y a le cortège funèbre, tout ça, et on demande à Alexandre, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et Alexandre dit, le sourire aux lèvres, rien. Donc c'est un soulagement. C'est un grand soulagement pour lui. Et il va s'installer dans sa demeure, dans sa chambre à coucher. Il va se bidouiller un système de poulies pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Il va envoyer son chien faire les courses pour lui. Oui, extrêmement bien dressé. Le chien, c'est vraiment un personnage à part entière. C'est vraiment comme l'enfance et la liberté d'Alexandre qui se manifeste. Et il est extrêmement bien dressé, mais c'est presque un chien magique, là. C'est presque Milou. D'ailleurs, une chanson lui est consacrée dans la bande originale de ce film. Oui, c'est lui qui narre la bande-annonce. Alors c'est complètement bizarre. Alors qu'on n'entend pas du tout sa voix dans le film, pour vrai. Et donc il va s'installer là dans le but de récupérer tout ce temps qu'il a perdu à travailler comme un forcené. Il va le passer le reste de sa vie à dormir en vacances. Mais est-ce qu'il en a les moyens? Il a les moyens, il est extrêmement, je dirais pas riche, parce que il ne vit pas richement, mais il se contente de peu. Et il a juste assez d'argent pour sa vaste terre lui a donné juste assez d'argent pour pouvoir durer comme ça pendant très longtemps. Du moins c'est ce qu'on laisse présager dans le film. D'accord. Et donc il laisse à l'abandon complètement sa ferme. C'est un agriculteur. Oui, c'est un agriculteur et il laisse tout à l'abandon. Mais le reste du village ne l'entend pas de cette oreille. Ça semble
pour eux, ça semble complètement impensable. Comment peux-tu laisser une ferme de 120 hectares à l'abandon? Qu'est-ce qui se passe par la tête? Il se met à devenir un exemple pour certaines personnes dans le village. Il se met à entraîner d'autres personnes à sa suite, et ça devient aux yeux de certains un danger public parce que. Alors, est-ce que c'est le danger de la paresse? Ils ont peur que les gens deviennent plus ils ont paresseux. peur que tout le monde abandonne son travail, fasse comme lui. Les enfants menacent de ne pas aller à l'école. Les autres agriculteurs se disent mais moi aussi j'en ai assez de travailler, je veux faire comme ça. Ils envoient un soldat qui est interprété par Pierre Richard au début de sa carrière. Il fait faire une immense manœuvre pour pénétrer à l'intérieur du manoir d'Alexandre, et quand il va lui parler finalement il va ressortir et dit j'ai compris, j'arrête. Il donne son fusil. Oui, évidemment, c'était interprété par Pierre Richard. Il ne pouvait que jouer un militaire qui va complètement être en accord avec l'idéologie d'Alexandre de complètement arrêter de travailler et de ne faire que se reposer. C'était donc, sûr. Ce qui se passe dans le film, c'est que l'enjeu, c'est le repos. Et c'est également la source du problème, parce que tout le village, ça c'est très rare qu'on voit ça dans des structures narratives classiques, c'est le protagoniste n'est pas celui qui tente d'obtenir quelque chose, c'est le reste du village qui essaie de le dissuader. Ouais. Ils vont finir par être capables de le faire se lever debout en kidnappant son chien, mais même là, il va continuer à faire une espèce de vie d'accord, je me lève, je n'ai pas besoin de dormir, mais je suis quand même en vacances, je vais me baigner avec mes amis, je vais faire un billard, je vais me prendre du champagne quand j'en ai envie, la Dolce Vita. Et tout ça va somme toute très bien. En fait, pendant je prends des notes d'habitude quand je regarde le film. D'ailleurs, je veux faire une petite mention. Je pense que c'est le film où on dit le plus souvent le nom du personnage principal que j'ai vu de ma vie. On le crie, on le lance partout. J'ai entendu Alexandre plus de fois que je n'ai entendu dans tout le reste de ma vie combinée. Et je prends des petites notes. Et à partir de la moitié du film jusqu'au dernier quart, vraiment, j'ai arrêté de prendre des notes parce qu'il se passe, pour ainsi dire, rien. Pas qu'il y a vraiment rien qui se passe, mais que vraiment, le repos est total. Et est-ce qu'il devient agaçant, ce repos-là? Non, il ne s'en lasse pas. C'est pas un problème pour le personnage principal. Il reste dans son repos. Mais pour le spectateur? Peut-être un peu. Mais ça ne m'aurait pas tant gêné que ce soit ça l'enjeu du film. Je trouve ça un peu original. Moi, il dit OK, c'est le repos, et il l'obtient à la moitié du film, puis dans le fond tout le reste du film c'est d'essayer de convaincre tout le monde que c'est la bonne chose à faire. Sauf que il y a un bémol, et moi j'ai été un peu fâché contre ce film à la fin. C'est que il y a une espèce d'histoire romantique qui se déroule avec la petite épicière qui travaille au village et qui entend parler d'Alexandre. Au début, c'est presque un mythe, c'est presque une légende. La première fois où on la voit, ça fait déjà 2 mois qu'il est chez lui, qu'il s'est laissé pousser la barbe en bon Philippe Noiret qu'il est. Oui. Et elle le trouve fascinant. Elle trouve que c'est une personne intéressante qui ne se plie pas aux objectifs sociaux, puis elle a presque envie de le rencontrer. À un certain moment, elle va livrer son épicerie chez lui. Donc il y en a qui sont admiratifs quand même de son comportement. Il y en a beaucoup qui sont admiratifs. Dont la petite épicière. Et la petite épicière veut le rencontrer, puis elle veut une photo de lui, puis elle lui donne une photo d'elle, puis et finalement ils vont s'enticher. Ça va devenir l'amour, et à la fin il va être de plus en plus et ça va être de plus en plus amoureux. Ça semble s'en aller vers un idylle jusqu'aux 15 dernières minutes du film, où elle apprend que sa terre vaut des milliers, voire des millions de francs. À l'époque, c'est des francs. Ah ouais. Et je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ce personnage-là, mais je sens l'arnaque de la part de l'auteur, et elle va le demander. En fait, ils vont se marier, et elle va devenir ipso facto comme son ancienne femme. Elle va devenir contrôlante, cassante, elle va se mettre à gérer ses affaires à sa place, elle va changer complètement de personnage. Alors que la petite épicière était tête en l'air, un peu oisive, possiblement narcoleptique elle aussi, et elle va vraiment devenir le calque de la mégère. Alors c'est ce qui semble être la logique dans le message porté par ce film, c'est que le mariage, c'est une corvée. Ne vous mariez pas, les hommes, les femmes. N'essayez que vous... toujours être des mégères qui vont vous plier à leurs ordres. Elles vont finir par vous casser. Parce que est-ce que c'est effectivement le cas? Elle devient donc une mégère. Est-ce que Alexandre finit par se replier aux ordres
Alors, dans les 5 dernières minutes du film, ils sont à la cérémonie de mariage et le chien, qui n'était pas là la première fois, mais qui est là, il commence à japper à l'extérieur et Alexandre dit, il faut que je m'occupe de mon chien, il est à l'extérieur, je vous jure, ça prendra pas de temps. Il s'en va à l'extérieur et le chien continue de japper, et là, ça permet à Alexandre de voir le reste de l'assemblée autour de lui et se dire, c'est encore en train d'arriver. Quand le prêtre demande « Acceptez-vous cette femme en épouse ?» il répond « Non » et il se barre. Il quitte et tout le village part à sa suite jusqu'au jour où ces 4 amis, les 4 personnes qui ont suivi sa philosophie de vie le retrouvent dans un champ alors qu'il a le baluchon sur le dos avec son chien et il dit « Alexandre, où vas-tu ?» et Alexandre répond « Je vais voir ». Je vais voir. Donc, il décide de retourner à son repos qu'il pense encore tout à fait mérité. Ben oui. Super. Merci beaucoup. Alors, c'était Simon Trudeau qui nous parlait de Alexandre le Bienheureux, un film réalisé par Yves Robert en 1968. Vous écoutez le Médialodon, CKRL 89.1. Juste avant de retrouver Benoît Guimond pour notre chronique philosophie, on va écouter justement un petit extrait de la bande originale de Alexandre et c'est la bande originale a été composée par Vladimir Cosma. Et donc c'est un grand compositeur qui fait de superbes chansons, de superbes musiques et il a composé notamment un des thèmes qui s'appelle Les Vacances d'Alexandre. C'est ce qu'on écoute tout de suite. C'était la chanson thème de Alexandre le Bienheureux, Les Vacances d'Alexandre de Vladimir Cosma. On dirait qu'on a été mis sous attente. Eh bien non, puisqu'on continue tout de suite avec notre chronique philo avec Benoît Guimond. Bonjour Benoît, alors comment tu vas nous parler du repos, toi ? Oui, bonjour Camille. Donc, cette semaine, vous allez voir, ma chronique va être un petit peu différente que ce que je fais à l'habitude. Tout simplement parce que, à l'habitude, pour ceux qui ont déjà écouté l'émission, vous savez, j'aborde un texte, je présente son auteur, idéalement, c'est un texte où le thème de l'émission est vraiment mis de l'avant, quoique des fois ça peut être un thème qui est marginalement présent dans l'œuvre, mais toujours est-il que la chronique est vraiment axée sur une œuvre, un auteur tout au plus. Alors que cette fois-ci, je dois avouer, peut-être un peu comme vous, j'ai eu de la difficulté à trouver une œuvre où le thème du repos était absolument central. Donc, j'avais l'impression que oui, c'était présent par-ci, par-là. Puis quand je m'arrêtais sur une œuvre et que j'essayais un peu de préparer ma chronique, vite, je sentais ma chronique m'échapper, comme si le thème du repos fuyait un peu partout vers d'autres œuvres. Ouais. Donc, je me dis, bon,
ben voilà, on va le prendre comme ça. Dans ce cas-là, le thème du repos, je vais pas essayer de m'astreindre à parler d'une seule œuvre. Donc, ça va être plus une réflexion qui va, par-ci, par-là, se référer à quelques œuvres et à une en particulier dont je ferai la mention là, au moment venu. Donc, peut-être, pour commencer, je dirais que mon premier réflexe concernant le thème du repos, ça a été de me tourner vers les philosophies de l'Antiquité. Pour ceux et celles qui avaient déjà écouté la chronique sur Épicure, vous vous rappelez peut-être que, entre autres, dans l'épicurisme, on a un idéal de sagesse qui va correspondre à un certain état d'âme qu'on appelle l'ataraxie, qui est l'absence de trouble, l'absence de trouble dans l'âme. Et on voit déjà là que cette idée d'ataraxie, dans cet idéal de sagesse, il ressemble à ce qu'on pourrait appeler du repos. C'est le repos de l'âme. Et c'est pas juste présent dans l'épicurisme, c'est présent aussi dans d'autres écoles de l'Antiquité, stoïcisme, aussi le scepticisme. Par exemple, dans le scepticisme, ça prend une forme un petit peu différente. Vous savez, les sceptiques sont des philosophes qui vont mettre de l'avant le doute, donc l'incapacité aussi à atteindre des certitudes. L'idéal sceptique, c'est la suspension du jugement, puisque on ne peut pas trouver de connaissances certaines, il faut limiter notre curiosité, limiter aussi la recherche de certitudes. Donc tout ça s'incarne dans une suspension de jugement qui prend aussi la forme, en quelque sorte, d'une ataraxie, d'un repos de l'âme. L'âme n'est plus tournée vers une quête de certitude inaccessible, donc elle va se reposer dans cette suspension. Il y a une conscience du fait qu'il faut tout le temps rester en suspension parce qu'on ne pourra pas atteindre cette certitude, c'est ça? Tout à fait. Et donc que ce soit dans l'épicurisme ou dans le cas du scepticisme dont je viens de parler, il y a cette impression dans plusieurs tendances de philosophie de l'Antiquité d'un idéal du repos. Le repos vraiment comme idéal de vie. Et là, c'est là que je fais peut-être ma petite référence de la chronique. Ça m'a amené à me dire, tiens, je vais suggérer un livre qui parle vraiment de la philosophie dans l'Antiquité, on pourrait dire en général, qui se veut une introduction à la philosophie de l'Antiquité. Habituellement, je parle plutôt d'œuvres, on va dire, de littérature primaire, c'est-à-dire directement le texte d'Épicure, directement le texte de Nietzsche, par exemple. Là, ici, c'est un livre sur la philosophie, mais écrit par des professeurs, par des personnes qui connaissent très bien ces philosophes de l'Antiquité, mais par des philosophes eux-mêmes ou par un philosophe du 20e siècle qui est mort assez récemment en 2010, Pierre Hadot. Donc c'est un spécialiste de la philosophie de l'Antiquité. Il a enseigné au Collège de France. C'est lui qui a succédé à Michel Foucault. Et son livre s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être des fois un petit peu moins à l'aise d'aller directement dans le texte, quoique je recommande souvent, si on aime la philosophie, d'aller lire vraiment les auteurs directement, le livre de Hadot est une très bonne introduction pour connaître ces tendances-là des sagesses antiques qui, en quelque sorte, comme j'ai essayé de le suggérer, vont ériger à leur manière une sorte d'idéal de sagesse qui s'incarne dans un repos de l'âme. Donc, qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot? C'est un petit peu mon livre de référence, mais comme je vous dis, je m'arrête pas tant sur le livre que je poursuis un peu la petite réflexion que j'ai entamée là. Donc, tout ça pour dire que je me rendais compte finalement que ce thème-là du repos, il est un peu diffus, il est un peu présent comme ça dans la philosophie de l'Antiquité. Et étrangement, je trouvais aussi, à bien y réfléchir, qu'on le retrouve aujourd'hui, non pas sous la forme d'une philosophie, mais, je dirais, ce qu'il faudrait dire dans l'esprit du temps ou quelque chose comme ça. Il y a toutes sortes de discours et de pratiques autour du bien-être qui invitent au repos, essayer d'alléger le quotidien, de ne pas être trop dans le stress, d'être c'est à la mode en ce moment. Oui, voilà, la détente. Et là, c'était juste une petite réflexion pour dire, tiens, est-ce que cet idéal-là d'une vie dans le repos a pas survécu un peu aux écoles de l'Antiquité? Bon, c'est une question un petit peu que je lance aux auditeurs, auditrices, mais pour peut-être pousser la réflexion, je me disais, tiens, ça serait bien de, présenter cet aspect-là d'idéal de repos, mais avec une contrepartie, une petite critique pour finir la chronique. Tout à fait. Et ça sera en même temps
un retour sur un auteur dont j'ai aussi parlé déjà dans le passé ici à l'émission, parce que un des textes qui m'était venu à l'esprit lorsque je préparais la chronique, c'était un texte de Nietzsche. Mais je me disais, bon, j'ai déjà parlé de Nietzsche, je ne sais pas si je vais en reparler. Mais je me suis dit, bon, tiens, voilà, je le mets dans cette réflexion-là, donc ça va passer. C'est pas une chronique non plus sur Nietzsche. Ouais. Et donc, Nietzsche offre en quelque sorte on va dire une critique de cet idéal-là dans un petit texte qui est finalement une partie de son grand ouvrage, Ainsi parlait Zarathustra. Si vous connaissez pas cet ouvrage-là, c'est quand même un ouvrage important et assez intéressant à lire puisqu'il prend la forme d'un récit en quelque sorte, assez poétique d'ailleurs. C'est le récit d'un prophète imaginé par Nietzsche, quoique son nom est inspiré d'un réel prophète, Zarathustra. Mm-hmm. Et donc on suit Zarathustra dans ses réflexions et dans ses rencontres assez étonnantes, parfois avec des personnages de toutes sortes. Et dans Ainsi parlait Zarathustra, à un moment donné, Zarathustra entend parler d'un sage qui a une drôle de doctrine. Ouais. Et ce sage-là, en fait, enseigne que, grosso modo, l'idéal de vie, c'est d'avoir un bon sommeil. Donc là, vous voyez sans doute le lien avec le repos. Et le repos aussi est érigé comme idéal. Et c'est assez amusant dans cette partie du Zarathustra, d'ailleurs, qui s'appelle « Des chairs de la vertu ». Le sage développe en quelque sorte une certaine vision de la sagesse. Il dit, bon, tout ce que vous faites étant éveillé doit, au fond, concourir à un seul but, c'est quand vous allez vous coucher le soir, vous devez bien dormir. Donc toute notre activité est faite dans l'objectif de bien dormir le soir. Tout à fait. Donc, et là, Zarathustra est très curieux de ce sage un peu obscur. Il a toutes sortes de disciples. Ouais. Et là, il écoute un peu les préceptes. Alors, il dit, bon, ok, il faut s'assurer de ne pas avoir de soucis, il faut faire ci, ça. Il y a toute une sorte d'éthique qui découle de cette doctrine. Et évidemment, on voit un peu l'absurdité de la doctrine en ce qu'elle renverse l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que si on se repose bien le soir, c'est pour être actif la journée. Et donc, on ne s'épuise pas à s'épuiser, en fait. Ce serait un peu ça. Voilà. Et la sagesse de cet étrange personnage suppose au contraire qu'on va veiller pour bien dormir. Et c'est assez typique ce renversement chez Nietzsche. Donc, au fond, Nietzsche suggère un peu que il y a une forme, on pourrait dire dans ces termes, de nihilisme, de négation un peu de la vie dans cette manière de voir les choses, la veille qui sert le sommeil et pas l'inverse. Et d'ailleurs, il termine cette petite partie d'Ainsi parlait Zarathustra en une petite remarque un peu ironique où il dit, bon, parmi toutes les doctrines absurdes ou un peu ridicules, je trouve que celle-là est peut-être la plus intéressante. Elle a le mérite d'être honnête et de dire directement peut-être ce que les sagesses antiques ne disaient pas ouvertement. Donc c'est une critique de la part de Nietzsche de toutes ces sagesses de l'Antiquité qui mettaient un peu l'idéal du repos de l'avant et de montrer finalement que peut-être que la vie est plus, vaut plus que cette recherche constante de repos. Donc, c'était un petit peu pour poursuivre la réflexion. Bien sûr, j'invite les auditeurs, auditrices à réfléchir par eux-mêmes sur ces thèmes-là. Et je vous rappelle la petite référence pour approfondir les philosophies de l'Antiquité. Là, Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Vous y retrouverez, entre autres, certaines idées que j'ai mentionné, mais beaucoup d'autres, et dans une perspective aussi qui met l'accent sur le côté sagesse de la philosophie. Et aussi, donc, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Tout à fait. Tu nous as parlé à la fin. Merci beaucoup. Donc, c'était Benoît Guimond. Vous écoutiez le Médialodon, CKRL 89.1. Je vous laisse plus tard avec Transmission transversale, François-Samuel Fortin qui va vous animer ça. Et on écoute La paresse de Juliette Noureddine pour terminer donc cette émission sur le repos. Je
des 17 aubades en forme de berceuse, aux ramiers, aux oisifs, aux clampins, aux cossards, aux rêveurs, aux passifs, aux lambins, aux ronfleuses, aux testeurs de hamac, aux cancres, aux flemmards, aux poilus de la main, fatigués de naissance, aux planeurs à la sieste, au repos du guerrier, au lève-tard, au couche-tôt, au monde du silence, aux membres inactifs, à la mouche tsetse. Adepte du berceau, dès ma plus tendre enfance, j'aimais passionnément la belle au bois dormant. Et encore aujourd'hui, j'ai le cœur qui balance entre Marie Tudor et les rois fainéants. Mais qui donc le premier a inventé la bulle? Mais qui donc l'a coincé? Le diable ou le bon Dieu qui prétend de concile en conciliabule que l'éternel repos est l'avenir du pieux. Oh, 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 oh. 89.1 Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. CKRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Cultive tes goûts. And I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Put my bag down, taking my shoes. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 43 73, labarberie.com. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Festival d'été de Québec, Engramme, Théâtre Petit Champlain, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Festival de cinéma de la Ville de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Imagine ça. Par un beau soir d'été, sur la terrasse du Sacrilège, t'es bien relax. Et soudain, une sensation de faim extrême et un besoin de manger subit te ronge l'estomac. Tu fais quoi? Comment assouvir ta fringale? Tu ouvres l'application Go Local et tu commandes chez Bol et Poké ou au pub Le Projet et ton repas est livré directement au Sacrilège. N'est-ce pas merveilleux? Visite le sacrilège.com pour plus de détails. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. 89.1 89.1 89.1 89.1 Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89.1 89.1 89.1
Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir et bienvenue aux Transmissions transversales. François-Samuel Fortin avec vous jusqu'à 20h, ben oui, comme toujours.